Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des rêves éveillés. Je m'appelle Simba et je suis organisateur professionnel spécialisé dans le jeu de rôle en grandeur nature. À travers les podcasts que je vous propose d'écouter, j'ai l'intention de partager avec vous quelques-unes des aventures et péripéties qui ont parsemé tant mon chemin d'apprentissage personnel que celui de ma vie professionnelle. Le podcast d'aujourd'hui relate l'une des aventures les plus extrêmes qu'il m'eût été donné de créer et de mettre en place durant mon parcours. Il s'agit d'un jeu qui fut créé quelque part entre 1999 et l'an 2000. Ce que, à l'époque, j'ai osé faire était nimber de l'insouciance de ma jeunesse et de l'inconscience exaltée de cette activité que je découvrais et pour laquelle je m'attelais à essayer de devenir un maître. Je ne vous conseille pas de suivre l'exemple de ce chemin, tout du moins pas de la manière dont je l'ai fait. Mais j'ai la conviction que l'histoire que j'ai à vous conter mérite d'être entendue, et je vais m'atteler à faire en sorte que vous puissiez avec moi partager quelques-unes des émotions et des événements qu'avec mes co-organisateurs et joueurs nous avons traversés. Cet épisode s'appelle « La Baragne ». Aux frontières de l'horreur, quand se brouillent les limites du jeu. Ça faisait 4 ans que j'avais fondé mon association de jeux de rôle et que je m'employais déjà à tordre l'activité dans tous les sens possibles et imaginables. L'objectif pour moi était de faire de mon expérience au sein de cette dynamique associative une sorte d'école, de grande formation qui allait me préparer à un avenir professionnel que je souhaitais entièrement dédié à la thématique des mondes fantastiques et des jeux immersifs. La découverte du jeu de rôle grandeur nature fut pour moi un émerveillement. Les premières années, je me suis appliqué à réaliser l'activité de la manière la plus classique possible. Mais après quelques aventures sur de grands et magnifiques terrains de pleine nature, je me rendais bien compte que pour en faire mon métier, il allait falloir que je sois capable de réagir à toutes les envies, à tous les fantasmes ludiques, à tous les besoins et désirs d'aventure que pourraient me proposer ou m'imposer mes clients futurs. C'est alors que j'entame une série de créations avec pour objectif de sortir le plus possible des sentiers battus, imposés par le format classique de l'activité. Il allait me falloir maîtriser les potentialités du jeu de rôle en grandeur nature sous tous les aspects configurables possibles. L'un des aspects qui me motiva alors fut l'impact émotionnel que le jeu pouvait avoir sur les joueurs. À quel point était-il possible de vivre les émotions du jeu? À quel point était-il possible de traverser l'aventure, voire de la subir en brouillant le plus possible les frontières entre l'interprétation théâtralisée du joueur et son ressenti véritable? Le scénario dont je vais vous parler maintenant porte le nom de « La Baragne ». La Baragne, c'est le nom du lieu-dit que nous avons choisi pour épicentre de notre aventure. Un repère de montagne connu seulement de quelques personnes, que nous avons passé quelques week-ends à remettre en état et aménager pour les besoins de notre mise en scène. Un refuge éloigné de tout dans un lieu majestueux où la présence de quelques dinosaures survivants n'aurait étonné personne. Même les avions ne survolaient pas ce lieu isolé de la civilisation. Les constructions qui s'y trouvaient sont appelées casounes, des abris de bergers spécifiques à la vallée de la Roya. L'une des particularités des casounes est que les pièces ne sont pas communicantes. Pour passer d'une pièce à l'autre, il faut nécessairement passer par l'extérieur. Celui que nous avons choisi était suffisamment éloigné des autres pour donner l'impression d'être la seule bâtisse du secteur. Il y avait une pièce principale, territoire d'un couple de Loire, une étable, hantée par les chauves-souris, une petite chambre comprenant 2 lits superposés et une pièce accessible par quelques marches en surplomb du reste. Nous avons retapé les portes, débarrassé les lieux, aménagé un laboratoire clandestin, sommairement réparé le mobilier. Nous savions exactement ce qui était destructible ou pas, et la façon dont chacun des éléments allait être employé dans la mise en scène programmée pour l'aventure.
L'idée du scénario me vint tard dans la nuit alors que je venais de regarder un reportage complotiste de TMC, tout à fait stimulant sur l'origine potentielle du sida. Je me suis donc accaparé la trame de cette histoire, la torturant plus qu'elle ne l'était déjà, et j'en ai imaginé la suite pour les besoins de notre aventure. Nous étions partis pour un scénario d'horreur contemporaine avec un soupçon de science-fiction, le tout nimbé d'une ambiance de série Z saupoudrée d'un humour caustique et d'une folie au potentiel exponentiel. Pour cette aventure, nous avons pris le risque de présenter notre projet aux joueurs sans leur dire de quoi il était fait. L'idée était la suivante. Vous souhaitez vivre une aventure, vous souhaitez vous mettre à l'épreuve physiquement et moralement. Vous êtes prêt à découvrir une nouvelle forme de jeu de rôle grandeur nature aux frontières de l'horreur. Vous êtes prêt à nous signer une décharge de responsabilité au sein de laquelle vous allez accepter de participer en pleine conscience à une expédition sportive, immersive et risquée, présentant de nombreux dangers dont certains pourraient être véritablement mortels. Nous ne serions être tenus responsables de ce qui pourrait advenir durant cette expérience ludique. Nous avions limité le nombre de places à une vingtaine de participants. Les inscriptions furent clôturées en moins de 48 heures après leur ouverture. Aléa Jacta Est. Le pitch de l'histoire est le suivant. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques allemands qui travaillaient pour Hitler ont été répartis comme du butin au sein des ateliers et laboratoires des pays vainqueurs. Un très jeune apprenti scientifique, aux méthodes et à l'idéologie incontrôlables, après l'échec de son intégration, fut secrètement expatrié par la France jusqu'en Afrique du Sud. Là-bas, il mena nombre d'expériences dans le domaine de prédilection qui était le sien. Le développement biotechnologique, la virologie et d'autres domaines aux spécificités à peine prononçables formaient son passe-temps favori. Des services de renseignement français, implantés sur le territoire sud-africain, mirent à jour un certain nombre d'expériences qu'il menait sur le développement de maladies qui cibleraient spécifiquement les homosexuels et les gens de couleur. Il est fort à parier que le sida soit une résultante de ces recherches, échappée de ces laboratoires et malencontreusement libérée sur le monde. Les enquêtes menées par les différents services de renseignement internationaux finirent par permettre aux autorités de remonter la piste du virus jusqu'en Afrique du Sud. Horrifié, le gouvernement français ne souhaitait pas être démasqué dans les liens qui unissaient ce laborantin fou furieux à l'État. Les services de renseignement ont alors organisé une extraction du malveillant personnage pour le rapatrier sur le territoire national. Bien sûr, il aurait été peut-être sage de le faire disparaître tout bonnement, comme tomber par accident de son hélicoptère. Mais le scientifique avait prévu cette potentialité-là. En effet, s'il venait à mystérieusement disparaître, pour des raisons qui auraient pu être imputées au service secret français, l'ensemble des informations concernant les liens entre ces recherches cauchemardesques et le gouvernement serait alors divulgué au réseau journalistique du monde entier. Conscient de cela, les services secrets français ont trouvé avec lui un accord lui permettant de vivre ses vieux jours dans les meilleures conditions possibles et surtout dans un cadre des plus sécuritaires pour la France et pour le reste du monde. Il fut installé dans un lieu tenu secret, un repère de berger perdu quelque part dans les montagnes entre la France et l'Italie. Loin de tout confort moderne, il ne pourrait alors ni communiquer, ni poursuivre ses horribles recherches en bio-ingénierie ou en virologie. Seulement voilà, une équipe d'investigation journalistique finit par obtenir des informations concernant le scientifique qui fut dissimulé au vu et au su de tous. Les travaux qu'il mena au service d'Hitler ou ceux qu'il exécuta en Afrique du Sud furent alors démasqués. Mais malheureusement pas assez documentés pour la création d'un reportage qui pourrait dénoncer tout cela.
Tout de même bien informés, les journalistes finirent par obtenir la localisation du repère dans lequel il fut envoyé au cœur des montagnes. Le passage des journalistes fut remarqué par quelques témoins au pied de la vallée de la Roya. C'est dans un restaurant à Breil qu'on les vit pour la dernière fois. Leur voiture fut retrouvée garée au fond d'une piste, loin d'un village enclavé sur le flanc rocheux d'une montagne. Inquiétés, les gendarmes de la vallée décidèrent de suivre la piste des journalistes qui, peut-être, se sont perdus dans quelques sentiers ou auraient chuté dans quelques vallons. Jamais les gendarmes ne revinrent de leur expédition. C'est alors que, sachant le potentiel danger qui aurait pu, par on ne sait quel moyen, finir par se développer dans les montagnes, que les services secrets français décidèrent d'étouffer l'affaire et de prendre la situation en main. Une équipe d'intervention et d'investigation spéciale allait être montée pour partir rejoindre le refuge où fut exilé le scientifique fou. Et c'est ainsi que l'aventure de notre jeu de rôle Grandeur Nature commence. Il n'y eut que peu de volontaires parmi les forces spéciales pour intégrer cette expédition incertaine. Mais il y avait là un lieutenant ambitieux qui accepta de prendre la direction de l'équipe pour partir dans les montagnes et tenter de retrouver les gendarmes, les journalistes et pourquoi pas le scientifique fou. Histoire de voir s'il était bien resté sage dans sa grange ou s'il n'aurait pas monté un genre de laboratoire clandestin. Pour l'accompagner, une équipe de militaires spécialisés dans le bêta-test de prototypes d'armement chimique se retrouve engagée à ses côtés. Uniquement des traumatisés de la guerre, des éléments instables et peu disciplinables, mais volontaires. 2 scientifiques issus des laboratoires de l'armée accompagnent alors l'équipe, car chacun des hommes armés était muni d'une nouvelle génération d'armes nécessitant quelques compétences techniques et chimiques indispensables à leur fonctionnement et leur rechargement. En fait, nous venions d'acheter une gamme de fusils à eau que je n'ai plus jamais retrouvée sur le marché, et c'est bien dommage. Nous avions pour certaines armes lourdes des genres de canons à 2 mains avec tête rotative, différents types de tirs à courte et longue distance, le tout connecté à des sacs à dos de 3 à 5 litres de munitions. Clairement des jouets pour adultes que nous étions impatients de voir fonctionner sur nos scènes d'action. L'un des techniciens était un membre de l'organisation, infiltré, discret. Il était là pour réparer les éventuelles casses de nos nouveaux jouets. L'autre était un joueur en charge de l'assemblage chimique nécessaire pour les munitions, avec tout ce qu'il fallait de colorants et autres produits gadgets à incorporer à l'eau, avec lesquels nous chargions les pistolets et fusils dont nous avions équipé les joueurs. Une autre paire de scientifiques spécialisés en virus et autres originalités biologiques était aussi présent de manière à pouvoir mener des analyses et des prélèvements réguliers tout au long du chemin qui allait les mener jusqu'au lieu encore secret où était censé résider notre scientifique fou. Un groupe de soigneurs spécialisés dans la médecine de guerre assurait alors l'accompagnement de l'ensemble. Parmi eux, un autre organisateur infiltré, un véritable secouriste appartenant à notre équipe avec une formation et un métier de pompier qui nous apportait une certaine forme d'assurance et de sécurité durant cette expédition. Histoire d'apporter une direction légale et administrative à cet ensemble, un col blanc, bureaucrate détestable, fut envoyé en mission pour accompagner cet ensemble militarisé et assurer que l'autorité des services de renseignement soit tenue en ordre durant la mission. Il est important de noter que ce personnage n'a pas fait le choix de partir en expédition. C'est un précieux qui n'a jamais traversé ni montagne, ni rivière, ni le moindre bosquet. Il n'a jamais fait de camping et sa direction fut ravie de profiter de l'occasion pour l'expédier le plus loin possible de leur bureau. Je me souviens tout particulièrement de l'inquiétude de mes collègues organisateurs à l'arrivée du joueur qui interprétait ce personnage. En effet, respectueux de son rôle, le joueur est arrivé en costume de bureau, chaussures de ville, un plaid et une bouteille de coca portés à la main dans un sac plastique en guise de seul bagage.
Nous savions les épreuves qui attendaient les joueurs et déjà l'inquiétude s'immisçait en nos esprits. Parmi les autres personnages, un ancien assassin des forces spéciales, devenu prêtre exorciste, allait avec son suivant lui aussi accompagner l'expédition. Ils étaient tous deux spécialisés dans le combat à l'arme blanche. Enfin, il est à noter que malgré tous les efforts pour maintenir cette expédition secrète, une équipe de journalistes fut malgré tout informée, et c'est alors qu'une journaliste d'investigation, son caméraman, son preneur de son et son stagiaire se retrouvent embarqués dans l'aventure. Nous avions donc 3 organisateurs au sein de l'équipe de joueurs. Le seul qui fut identifié comme étant officiellement membre de l'équipe d'organisation était le guide de montagne, qui allait mener l'ensemble des joueurs à travers l'école, le long des crêtes, depuis le fond des vallons jusqu'en haut des montagnes. Pour rappel, un autre organisateur secouriste était infiltré parmi les joueurs et un bricoleur technicien accompagnait l'équipe pour assurer le fonctionnement de nos nouveaux équipements. En plus de l'équipe d'encadrement de jeu accompagnant les joueurs, nous avions quelques personnes de l'administration de l'association qui prirent en charge la signature des derniers documents au moment du départ et une autre équipe, elle, en charge de la mise en place du jeu et des derniers efforts de mise en scène à réaliser en amont du passage des joueurs. Personnellement, j'étais de cela. De manière à avoir un peu de marge de manœuvre, notre équipe d'installation partit au lever du soleil, plus ou moins 4 heures avant le lancement officiel du jeu. Chacun d'entre nous avons été chargés d'énormes sacs à dos et porté à la main nombre de sacs et équipements complémentaires dont nous avions besoin pour la mise en scène de l'aventure. Nous savions alors que plus de 4 heures et demie de marche nous attendaient, qu'il allait falloir franchir pas moins de 4 crêtes fortement pentues avec des dénivelés incroyables, dont certains étaient si abrupts que c'est presque à 4 pattes que nous allions devoir les monter. Il y avait une rivière à traverser 3 fois et un chemin vertigineux à flanc de falaise dans un endroit si sauvage que la vue d'un ptérodactyle dans le ciel n'aurait alors étonné personne. Le premier col à franchir était une forme d'échauffement. Nous ne souhaitions pas y mettre de mise en scène. Devant le dénivelé, nous souhaitions que les joueurs se retrouvent seuls face à eux-mêmes. C'était déjà une épreuve en soi, ce qui implique que nous allions devoir supporter tout notre barda pour cette première étape. C'était pour nous aussi une épreuve, avec la pression qu'en plus je posais sur l'équipe pour ne pas perdre de temps, prendre un retard, des fois que les joueurs soient à l'heure et avancent plus vite que prévu. Quelle naïveté de ma part! L'équipe m'obligea à fermer la marche, car aucun d'entre eux n'avait accepté de porter les sacs de viscères puantes que je souhaitais avoir pour les mises en scène que nous allions établir. Nous étions en été. La putréfaction faisait gonfler les sacs poubelles. L'odeur putride était insupportable. Je portais ma croix. Et je m'en souviens même avec une certaine fierté. Le second col serait le théâtre de notre première mise en scène. Nous allions ici laisser les accessoires les plus encombrants et les plus lourds, tant mieux. Le premier lieu d'investigation où les joueurs allaient avoir à passer au peigne fin et analyser l'équivalent d'une scène de crime en pleine nature, de manière à reconstituer l'histoire et le déroulé des événements qui y avaient eu lieu. La première mise en scène que nous devions installer fut la suivante. Un couple d'amoureux s'est isolé dans la montagne pour s'offrir un tendre week-end sylvestre, immergé en pleine nature, à profiter du gazouillis des oiseaux et de l'amour qu'ils avaient à partager. Bien évidemment, l'histoire ne s'est pas déroulée ainsi. Ils se sont fait attaquer par on ne sait pas encore quoi. Lui s'est fait mettre en pièces et dévorer. Elle a réussi à fuir dans la montagne. Il nous fallait donc donner vie et corps à cette mise en scène.
On monte une tente et un environnement de camp entièrement accessoirisé, avec toute la mise en scène d'un couple amoureux installé là pour le week-end. On écrase la tente et nous reconstituons les effets de l'attaque sur le campement. Au grand soulagement de toute l'équipe, je crée enfin le cadavre qui allait nous débarrasser des nuages putrides qui, depuis le départ, nous accompagnaient. Ah oui, le cadavre. En fait, histoire d'avoir un cadavre qui soit des plus crédibles et qui offre une véritable épreuve aux médecins légistes, j'ai décidé de créer un corps principalement accessoirisé de véritables morceaux de viande. J'utilise alors une colonne vertébrale de veau, une cage thoracique de mouton, divers organes achetés en boucherie, des intestins de thon, de la couenne de cochon, c'est-à-dire de grands pans de peau sur lesquels un ami tatoueur s'était exercé, et quelques accessoires en latex sortis de notre local, notamment la tête arrachée, les mains et 2-3 autres babioles qui allaient nous permettre de crédibiliser plus encore la mise en scène de ce cadavre. Pour compléter le tableau, je verse alors quelques litres de sang de cochon. J'ouvre 2 boîtes de verre grouillant que je dispose avec amour sur l'ensemble du corps. Et voilà donc que nous abandonnons quelque part dans la montagne, le long d'un chemin de randonnée que nous espérions pas trop fréquenter tout de même, l'un des cadavres les plus crédibles que j'eus à assembler dans ma carrière. Arrivé au niveau de la 3e crête, nous allions devoir abandonner notre premier personnage non-joueur. Une comédienne devant incarner la survivante du massacre découvert en aval. Elle est censée être en état de choc, affamée, blessée et complètement traumatisée par les événements qu'elle a dû subir avec son amoureux. Il est à noter que la comédienne n'eut aucune difficulté à incarner son personnage. Lorsque les joueurs l'ont trouvée, elle était dans un état traumatique personnel proche de ce qu'elle devait incarner dans le cadre du jeu. En effet, les joueurs sont arrivés en retard. Le jeu a donc commencé avec quelques heures de décalage par rapport à ce que nous avions programmé. Une puissante averse s'est abattue sur les vallons. Le genre de trombe qu'affectionnent nos montagnes au mois d'août. Un épais brouillard suivit la pluie et resta installé quelques heures, suffisamment pour permettre à notre amie comédienne, trempée jusqu'à l'os, de se remémorer les histoires de loups que les bergers de la vallée nous avaient contées la veille. La proximité du cadavre et l'odeur de la viande allaient certainement attirer des animaux, et peut-être même que le jeu fut annulé avec les événements météo, et puis cela fait plusieurs heures qu'ils auraient dû passer. Peut-être même qu'ils m'ont oublié dans la montagne. L'état psychologique de notre comédienne, interprétant son personnage non-joueur, était alors le même que celui que le personnage qu'elle devait jouer. Les premières barrières de notre aventure venaient d'être franchies. Et les premières victimes furent les membres de l'organisation. Pour remettre quelque peu les événements et lieux en situation, je vais vous présenter ce à quoi les joueurs ont été confrontés pour le lancement de l'aventure. Tout d'abord, le rendez-vous était donné dans un village quelque peu particulier par rapport à sa situation géographique au sein de la vallée. En effet, c'est ce qu'on appelle un village cul-de-sac. Une fois traversé le tunnel qui permet de le rejoindre, la route s'arrête. Il n'y a rien après ce village. Rien d'autre que la montagne. Les joueurs sont arrivés avec du retard et il ne fut pas aisé pour certains d'entre eux de trouver la bonne route. Les GPS étaient encore des objets rares à ce moment-là. Une fois tous les joueurs rassemblés, les dernières décharges de responsabilité signées, la mise en costume effectuée, les dernières consignes de sécurité données, l'aventure pouvait alors commencer. Les joueurs durent donc traverser ce village médiéval de toute beauté jusqu'à arriver à l'entrée d'une piste où des véhicules de type Jeep les attendaient. Tout le monde charge à bord des véhicules et l'expédition commence avec 3/4 d'heure de parcours tout-terrain menant les joueurs loin de toute civilisation. La piste elle-même est un cul-de-sac.
C'est alors que tout le monde est débarqué et que la randonnée allait pouvoir commencer. Dès la première centaine de mètres, un étroit pont médiéval est à traverser. Malheureusement pour tout le monde, ce pont porte le triste nom de pont du diable. Le prêtre exorciste qui accompagne alors l'équipe refusa de laisser quiconque traverser ce pont. Une cérémonie dut alors être mise en place, imposant à tout le monde bénédiction et purification, avant enfin de pouvoir traverser ce pont. La marche jusqu'à la première crête ne fut pas des plus simples. Une importante pluie avait rendu les chemins boueux et glissants. Le brouillard était encore présent, l'ambiance était posée, et alors que rien de spécial n'avait encore eu lieu, les joueurs s'étaient infligés eux-mêmes une mise sous pression qui allait promettre des événements bien au-delà de ce que nous avions programmé. Il est à noter que nombre de personnages avaient des traits psychologiques pour le moins fragiles et dérangés. Plus l'expédition avançait sur le chemin et plus les joueurs interprétaient la folie grandissante et la paranoïa incessante de leurs personnages. À chaque épreuve, à chaque étape, par exemple, le lieutenant durcissait le ton avec lequel il encadrait les militaires de son équipe, s'octroyant systématiquement un grade supplémentaire le menant de la situation de lieutenant à celle de général. De là où nous étions postés, au-dessus de l'ensemble de la vallée, nous pouvions entendre la progression des joueurs par les hurlements et pleurs simulés qui leur échappaient tout au long de leur avancée, et des mises en scène que nous avions disséminées sur leur chemin. Il fallut de longues heures avant que les talkie-walkie dont nous étions équipés puissent enfin se retrouver à portée les uns des autres, nous apportant ainsi l'assurance que tout s'était presque bien passé, sans blessures et sans trop d'encombres inattendus. Enfin arrivé au Kazoun, l'expédition mena son investigation à terme au sein du laboratoire clandestin saccagé qui allait leur servir d'abri pour la nuit. D'un autre côté, les techniciens et chimistes responsables des armes et des munitions furent quelque peu inquiétés par le fait que la source d'eau se trouvait à plus ou moins un quart d'heure de marche de là. Et si jamais, dans la nuit, il était nécessaire de recharger les réserves, ce chemin allait devoir être traversé à la lueur des lampes torches sur les sentiers incertains. D'autre part, les militaires trouvèrent le lieu particulièrement difficile à défendre. En effet, le bâtiment était posé sur un promontoire rocheux dont le chemin d'accès était étroit et où aucun échappatoire possible ne s'offrait à eux si le seul accès venait à être condamné ou occupé. Enfin, l'investigation des lieux par les scientifiques et enquêteurs permit la découverte de nombre de notes et éléments qui, une fois mis bout à bout, racontaient une histoire inquiétante. Le scientifique aurait développé une forme de prion capable d'investir le système nerveux humain, maintenant le corps en animation, guidé par des instincts primaires, même si l'organisme avait cessé de fonctionner. Une forme de croisement entre prion infectieux et un champignon tropical que beaucoup connaissent aujourd'hui sous l'appellation de cordyceps. Nous étions à l'aube de l'an 2000 et je n'étais pas peu fier d'avoir pu mettre à jour l'existence de ce champignon et de surfer sur la vague de terreur que provoquaient les prions à cette époque-là. Harassés par la fatigue de la randonnée et les émotions de la journée, fiers d'avoir pu mener à terme leur investigation, ayant découvert la mort du scientifique et des quelques bergers occupant le secteur, les joueurs avaient la conviction que la partie était enfin terminée, que le jeu avait été éprouvant mais pas si terrible que cela. Ils établirent alors leur camp au cœur de la salle que nous avions aménagée en laboratoire clandestin et décidèrent de sombrer dans un sommeil bien mérité,
satisfait d'avoir survécu à ce jeu de rôle grandeur nature, qui fut alors qualifié plus de jeu d'investigation que de jeu d'action. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous allions les laisser dormir un peu moins de 2 heures avant que le cœur de notre projet ne soit véritablement déployé. Ils avaient alors compris que le scientifique avait créé une forme de zombie et que les choses lui avaient échappé dans les montagnes. Ils pensaient que notre équipe d'encadrement était restreinte et que nous n'avions pas les moyens de matérialiser la présence des zombies et que cela aurait été de toute façon trop dangereux. Erreur. Nous avions alors programmé une succession de mises en scène dont l'intensité et la violence allaient monter crescendo sur une plage horaire s'étalant de minuit à 5 heures du matin. Voici quelques morceaux choisis de cette nuit d'action. Nous avions aménagé une trappe suffisamment haut placée au-dessus du laboratoire clandestin. Cette trappe allait nous permettre de pouvoir laisser tomber quelques morceaux de viande sur les joueurs une fois l'action entamée. Bien entendu, il ne s'agissait pas de véritables morceaux de viande. Je passerai ici le détail des secrets de conception de ces accessoires sanguinolents. Je me souviens alors que l'assistant du général s'est réveillé, un morceau sanglant collé sur le coin du visage, les yeux encore tout collés, s'adressant à son supérieur en lui annonçant « Mon général, il me semble que nous sommes bombardés ». Une lampe de poche, puis une autre furent alors allumées. Tout le monde dormait à l'exception de 2 soldats et de leur supérieur. C'est alors qu'entre en scène notre premier zombie, faisant éruption au milieu des sacs de couchage, hurlant, beuglant, bavant, les mains dégoulinant du mélange d'hémoglobine que nous avions alors préparé. Les hurlements des joueurs furent délicieux à entendre. Chacun tenta, tant bien que mal, de se cacher, certains simplement au fond de leur sac de couchage, tandis que les soldats vidaient la totalité de leur chargeur sur le pauvre zombie que nous avions alors sacrifié. Qui plus est, le comédien qui interprétait ce personnage non-joueur mort-vivant, sous son maquillage, me ressemblait quelque peu. Bien décidé à se venger de toutes les misères dont il me tenait responsable et que nous leur avions fait subir, les joueurs se déchaînèrent sur le comédien, vidant la totalité de leur chargeur, utilisant tout ce qu'ils avaient d'armes et de projectiles de jeu contre ce simple adversaire. N'ayant plus de munitions, un niveau tachycardique élevé, une scène qui pour eux était une scène finale, qui fut jugée comme petite action sympathique pour une attaque de nuit, un moment mémorable qu'ils garderont dans leur cœur. Une fois de plus, les joueurs étaient dans l'erreur. Il ne s'agissait là que d'une introduction. Dans l'action, 2 scientifiques ont passé l'arme à gauche, dévorés par le zombie qui leur est tombé dessus, alors qu'ils étaient encore endormis. Le général ordonna que les corps soient déposés à l'extérieur du laboratoire. Il ne souhaitait pas partager sa nuitée avec des cadavres. Ce fut parfait pour nous. Nous embarquions alors les joueurs qui venaient compléter les troupes avec lesquelles nous allions mettre en place l'attaque suivante. La seconde attaque était plus sérieuse. Il y eut alors 5 zombies pour venir réveiller les joueurs de nouveau endormis. Le laboratoire possédait 2 entrées et une fenêtre. C'est nous qui avions mené les réparations, nous savions exactement comment détruire chacun de ces éléments pour faire éruption de la manière la plus cinématographique possible dans la pièce. Suite à cette attaque, les joueurs ont compris qu'il était possible que nous revenions de nouveau. D'autant plus qu'ils avaient perdu encore 3 ou 4 membres de leur équipage. Il était donc certain que nous étions plus nombreux face à eux qu'ils l'étaient bien moins. Nous avions prévu de laisser à disposition des joueurs tout ce qu'il fallait
pour qu'ils puissent monter des barricades et tenter de protéger le lieu de leur petit campement d'intérieur. Une fois bien barricadés, ils ont réalisé leur erreur lorsque la jeune femme blessée qu'ils avaient trouvée durant la randonnée s'avéra être infestée et devint elle-même un zombie à l'intérieur de ce laboratoire fortifié. Ils s'étaient enfermés eux-mêmes dans le piège que nous leur avions tendu. À peine la crise gérée, un nouvel assaut fut mené sur le laboratoire. Les organisateurs infiltrés au sein de l'équipe de joueurs étaient là pour créer une dissension au sein du groupe. Alors que les tensions commençaient à monter, les personnages sombraient de plus en plus dans la folie. La situation devint rapidement intenable. Qui, de l'homme ou du zombie, était le pire monstre? Lorsque l'assaut fut mené, il était clair que certains joueurs n'avaient plus besoin de simuler pour exprimer la terreur. Je me souviens même d'un ami présent parmi les joueurs qui péta littéralement les plombs. Lorsque son arme fut vidée, il se mit à me passer à tabac à coups de crosse, me donnant de véritables coups. Je dus enlever mon masque pour le raisonner. J'ai voulu jouer avec la psychologie des joueurs et je voyais là très clairement que nous étions en équilibre sur le fil du rasoir, pris entre la fatigue physique et morale, et qu'il allait falloir monter notre niveau de vigilance pour ne pas avoir d'incidents réels à gérer. Les attaques suivantes furent dantesques. Plus nous attaquions le groupe de joueurs et plus nous les dévorions. Plus nous dévorions de joueurs et plus la masse de zombies que nous avions à leur opposer était importante. Je me souviens d'une petite pièce dans laquelle un groupe de dissidents s'était réfugié. Nous avions préparé une porte avec une ouverture supérieure, genre de moustiquaire, par laquelle, en tant que zombies, nous franchissions le pas de cette pièce dans une mise en scène qui me semble encore aujourd'hui terrifiante. Je me souviens du caméraman prostré dans un coin, hurlant tout en filmant le zombie qui rampait jusqu'à lui. Je me souviens des cadavres se laissant tomber par la fenêtre à l'intérieur de la pièce, se réanimant au moment le moins opportun pour aller chercher de la chair fraîche à dévorer. Je me souviens de ce joueur qui, tel Spider-Man, s'était mis en forme d'étoile sur le plafond, en arche de pierre apparente, suspendu au-dessus de la scène, ignoré par les zombies, alors que nous étions en train de dévorer ses coéquipiers. La dernière attaque eut lieu juste avant l'apparition des premiers rayons du soleil. Ne restait alors que 2 ou 3 personnages joueurs survivants, blessés, mordus et contaminés par les zombies. Lorsque l'aventure fut terminée, que la fin du jeu fut officiellement annoncée, un intense soulagement fut exprimé par l'ensemble des participants. Quelques heures de sommeil furent alors offertes avant que nous ne prenions un raccourci à travers les montagnes pour rejoindre le village de notre départ. L'objectif de ce jeu de rôle en grandeur nature était pour moi de tester les frontières de la psychologie du jeu et des joueurs. J'en ai tiré plusieurs conclusions, mais j'en ai surtout gardé des limites, des frontières qu'il me semblait déraisonnable d'approcher et de franchir. Mais l'effet de cette aventure, l'effet qu'elle eut sur les joueurs a dépassé tout ce que j'imaginais. Tout d'abord, les histoires rapportées par les joueurs autour de leur expérience eurent un tel effet qu'on nous demanda par 2, 3 reprises de donner une suite à cette histoire. Ce que nous fîmes. Mais au-delà de tout cela, il y avait parmi les joueurs quelques personnes particulièrement expérimentées dans le jeu de rôle en grandeur nature. Et 20 ans après, lorsque nous abordons encore le sujet, certains m'affirment toujours que cette expérience ludique fut la plus intense et la plus mémorable qu'il n'eût jamais à traverser.
Les conséquences de ce jeu ont même dépassé ce que nous avions tenté d'anticiper. Par je ne sais quel moyen, les journalistes d'une émission dirigée alors par Jean-Luc Delarue eurent vent de cette organisation. Ils étaient alors en train de travailler sur une émission dont la thématique était « Peut-on fuir la réalité sans danger ?» L'histoire de cette émission serait une aventure en soi qui mériterait peut-être même l'enregistrement d'un podcast dédié. Mais ce que je peux dire ici, c'est que cela m'a permis d'être fièrement le premier à passer dans une émission de grande écoute un samedi soir à la télévision pour dire du bien du jeu de rôle et de l'activité grandeur nature. Bien sûr, j'ai eu nombre de clients qui m'ont demandé de leur créer des aventures autour des thématiques de l'horreur. Des clients qui souhaitaient atteindre leurs propres limites. Mais je puis vous affirmer que c'est là le travail que j'apprécie le moins. Car depuis, j'ai découvert que le jeu de rôle en grandeur nature était un outil extraordinaire, une porte ouverte sur le monde des rêves et de l'imaginaire qui permettait tant de choses positives, formatrices, permettant l'évolution de tout un chacun. Utiliser cet outil magnifique pour jouer avec nos instincts les plus primaires, avec nos peurs, est finalement la pire des choses à faire. Je vous raconte cette histoire avec la certitude que tous ceux qui l'ont vécu en gardent d'excellents souvenirs. Mais si aujourd'hui c'était à refaire, je ne pense pas que je prendrais les risques que j'ai pris à cette époque. Je ne pense pas non plus que je trouverais cela excitant de pousser ainsi à bout des joueurs tout aussi volontaires soient-ils pour se mettre à l'épreuve et souffrir. Ceci dit, je souhaitais tout de même partager cette expérience acquise. Voilà, le podcast est terminé. J'espère que cette histoire vous a plu. J'espère que vous avez voyagé. J'espère que vous avez su partager avec nous certaines des émotions et des expériences qui ont été fondatrices pour moi et que nous avons pu alors vivre durant cette aventure aux frontières de l'horreur. Peut-être êtes-vous l'un des joueurs qui a vécu cette aventure ou les suivantes. Peut-être avez-vous déjà personnellement vécu des immersions ludiques, des expériences qui vous ont poussé aux frontières de la raison et de la perception, aux frontières entre la réalité et l'imaginaire. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire votre témoignage, nous en serons friands. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager et nous aider ainsi à nous faire connaître et à faire connaître notre activité, notre passion. Acceptez, mesdames et messieurs, les plus humbles et sincères salutations que j'ai à vous servir et je vous donne rendez-vous bientôt pour la narration de nouvelles aventures.